Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bienvenue sur ce deuxième épisode de cette mini-série où on parle de produits et de qualité. Dans ce deuxième épisode, on va parler de stratégie, comment on peut co-construire une stratégie à la fois produit et qualité, toujours avec l'excellente Claire Van de Voorde. Rebonjour Claire. Rebonjour. Sujet pas toujours évident parce que souvent on parle de le produit, il gère son produit tout seul, c'est le PO, c'est le métier, la qualité c'est le testeur. Et moi j'ai envie qu'on déconstruise un peu ça parce que je pense que les meilleures équipes qui produisent, c'est ceux qui co-construisent ensemble. Et qui arrivent à partager, bien sûr, il y a chacun qui a son domaine d'expertise et qui va arriver avec beaucoup plus d'activité sur ces sujets-là. Mais je pense que si on met des îlots où chacun est un peu isolé dans une équipe agile, ça n'a pas trop de sens dans la culture de l'agilité. Là, c'est quoi ta vision en termes d'ambition, que ce soit en termes de produit ou de qualité, lorsque tu veux mettre en place une stratégie globale sur ces deux sujets? En fait, j'ai été des équipes où la qualité a fait accélérer une stratégie de qualité a fait accélérer grandement le time to market, notamment quand il y avait des sujets hardware. Et du coup, pour moi, il y avait une vraie question de à quelle phase du produit on va être. Donc, quand on va être sur une phase de MVP, tout ce qui va être POC, souvent, c'est plutôt l'équipe produit qui va essayer d'être dans le lancement rapide, même s'il y a quand même cette notion de, on parlait juste dans l'épisode précédent de minimum viable product et minimum lovable product, comment on fait quand même pour que ce produit soit apprécié par l'utilisateur, même si c'est un POC. Et donc, c'est là-dessus qu'on va aller travailler. Le gros sujet, ça va être, déjà dès le début, on se met d'accord sur nos ambitions. Est-ce que on est sur un POC qui doit sortir rapidement? Est-ce qu'on est sur un produit déjà plus consolidé qui commence à avoir une base client? Et donc, du coup, on va aller chercher plus de qualité. Et en fonction de ça, les stratégies vont pas être les mêmes. Les stratégies produit et qualité sont extrêmement liées, puisque la vitesse de rapidité versus qualité recherchée vont être différentes à ces différentes phases. Et donc, chaque équipe va adapter sa stratégie en fonction de ce qu'on va aller chercher. Et donc, sur des boîtes, moi, j'ai fait beaucoup de toutes petites boîtes qui devenaient assez plus grosses derrière. On voit vraiment cette évolution de stratégie au fil du temps et à quel point, plus on arrive à bosser ensemble, plus on arrive à avoir un vrai impact marché parce que c'est très dur de battre une boîte qui sort des produits de qualité rapidement. Ouais. Et si on y arrive, si on arrive à aligner les stratégies et à se dire, ça, c'est exactement le niveau qu'on veut par rapport à la vitesse. Et donc, on arrive à avoir une assez bonne cadence sans rogner sur la qualité. Il y a beaucoup de stratégies côté qualité, d'automatisation, etc. pour le faire. On devient très fort. Très, très fort. Je suis assez aligné. Moi, j'ai eu beaucoup de conversations avec, j'ai un collègue avec qui je fais beaucoup de présentations et de gestion, je co-anime Q-Unit, qui est Antoine Casque, qui était un des anciens CTO qui a transformé La Redoute. Enfin, La Redoute, c'était transformé ou mourir. Et il a une image que j'aime bien, Antoine, c'est qu'il dit la stratégie qu'on avait pour être les meilleurs sur le marché, c'était la stratégie McDonald's. C'était avoir le plus d'entités, de grossir, d'avoir le plus de monde, le plus de personnes. Et aujourd'hui, notamment dans le monde digital, la stratégie qu'on a, c'est la stratégie Amazon. C'est être le meilleur et le plus rapide en même temps. Et souvent, on pense faire plus rapide, mais pas dire aussi être le meilleur. Voilà, je pense que beaucoup ont essayé d'imiter Amazon. Je pense que des applications e-commerce, il en sort 10 par jour dans le monde. C'est compliqué. Et ils ont réussi à faire quelque chose d'efficace. Et je pense qu'aujourd'hui, on est souvent là, dans le monde où si on veut être très efficace dans le monde digital, c'est plutôt la stratégie Amazon que la stratégie McDonald's, soit de future acquisition, soit de développement de commerce pour être le plus nombreux possible. Mais en fait, je suis totalement alignée, mais ça demande un énorme travail parce que du coup, c'est-à-dire que la qualité, elle est là dès le début. Et par exemple, dès qu'on va faire en tant que product le backlog, ce qui, je veux dire, c'est l'outil un peu type où on se dit ça, c'est le rôle du product manager d'avoir un bon backlog. En fait, c'est quelque chose qu'il faut regarder avec les yeux aussi de l'équipe qualité. Là, dans ce qu'on va prévoir de faire,
sur quoi on a plus ou moins de risques, où est-ce qu'on va mettre plus ou moins d'efforts. Et par exemple, un des exemples qui m'avait marqué, c'était de dire, bah, quand moi je faisais mon backlog toute seule, de temps en temps, j'allais avoir des sprints qui étaient impossibles à gérer pour l'équipe qualité. Je créais beaucoup de complexité qui, moi, me paraissaient OK. En fait, ça a retardé inévitablement le sprint puisque je prenais que des tickets extrêmement complexes. Et dès qu'on arrive à se dire, bah, on va bosser ensemble, que du coup, on a cet œil de, bah, ça, c'est plus ou moins simple pour nous. Et donc, OK, il y a tout ce qui va être charge dev en story point que presque tout le monde fait. Mais en fait, tu as potentiellement aussi de la charge qualité qui est très rarement compté. Je pense même jamais l'avoir vu compter dans une équipe au niveau du sprint, de se dire, bah, ça va demander un surcoût en qualité. Et c'est si on arrive à bosser à deux dès le début, qu'on arrive derrière à avoir cette rapidité. Sinon, si on attend, bah après c'est facile, on dit ah bah la QA est bloquante parce qu'il leur reste encore 2, 3 jours de test de non-régression. Bah oui, mais en fait ça dépend de la qualité de ce qu'on leur envoie, de la complexité de ce qu'on leur envoie et globalement de tout ce qui a été décidé au niveau du backlog. Oui, c'est pas au moment de démo que l'on doit faire le test. Moi, je l'ai vu, cette notion de story point pris avec la QA dans une équipe. Je me rappelle, c'était une application mobile et ça nous aidait à vraiment avoir une bonne qualité. C'est que on était au sein de l'équipe et le dev il dit bah, ça c'est facile, je peux développer ça rapidement globalement et le fournir dans le sprint. Et le testeur a dit moi je peux pas intégrer les tests sur tout le périmètre. Il dit aujourd'hui sur iOS je peux le gérer, mais j'aurai jamais le temps de faire tous les tests sur les autres US, plus tout ce qui est Android qui demandait beaucoup plus d'activité, beaucoup plus de travail. Donc l'équipe a eu l'intelligence de discuter, de dire ok, on découpe l'US en deux US, on délivre sur ces 2 semaines-là iOS et les 2 semaines d'après on livrera Android. Pas grave. De toute façon, le temps que ça arrive dans le store, iOS ça va c'est beaucoup plus long que celui d'Android, donc il n'y a même pas de débat. Mais je pense que voilà, ça permet de faire des choses et de pas de se dire bah tiens, le testeur il va travailler tout le week-end pour compenser le fait qu'on n'ait pas pensé à ça. Je l'ai vu. Et après, les gens partent, il y a du turnover, on perd de la compétence métier. C'est dommage. Et c'est vrai que le fait de l'inscrire permet de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait pour que la charge de travail soit soutenable par tout le monde. Ouais. Et puis se dire dès le début les critères de qualité. Ok, bah est-ce que déjà on est d'accord sur le niveau de qualité attendu de cette story ou de cette épique? Et du coup, est-ce que ce qui va être mis en place en termes de plan côté QA est logique par rapport au temps passé? Parce que ça n'a pas de sens de faire un bazooka si côté produit design ça a pris 2 jours et que c'est un mini test. Alors qu'à l'inverse, bah, s'il y a de l'investissement en amont et que c'est une fonctionnalité dans laquelle on croit, dans laquelle on a confiance, comment on va adapter ses plans? Des deux côtés, en fait. Tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment sur quoi on se met d'accord, sur les critères minimums. Et une fois de plus, on vise pas la perfection. Je pense que c'est qu'est-ce qu'on vise en termes de niveau qualité. Après, peut-être qu'à un moment donné, il faudrait augmenter le niveau pour différentes raisons, parce qu'il y a une plus grande complexité qui fait qu'il y a des choses qu'on doit regarder plus en détail, où on a des clients plus exigeants sur certaines choses. Par exemple, tu fais un service, tu travaillais avec différentes industries et d'un coup, tu as une banque qui demande 1 million de trucs de preuves. Tu faisais pas avant. T'as pas le choix, sinon tu travailles pas avec eux. Tu le fais. Ça arrive, j'ai vu plein de fois ça. Je pense que dans l'épisode précédent, tu disais des fois il y a un antagonisme entre la vision produit et la vision qualité. Moi, je pense que si on se dit c'est quoi la business value avec tel niveau de qualité, quels sont les indicateurs qu'on veut avoir, et souvent on pense que on a les indicateurs produits, les indicateurs qualité et test, et on les met pas. Moi, je sais pas quand j'étais testeur, que je travaillais avec les développeurs, avoir un feedback sur le NPS qui s'améliorait, je trouvais ça super intéressant. Ce que j'ai fait, ça a apporté une meilleure satisfaction. Souvent, on les met, enfin, souvent, ça arrive, je sais pas, je vais faire une généralité, que dans des équipes, bah, les managers, ils sont au courant, certains PO ou PM, ils sont au courant, mais l'équipe est Ça moite-moite. redescend pas, ouais. C'est pas du tout ce qui se passe en prod. Il n'y a pas de, voilà, d'indicateur global de comment on utilise là-dessus. Et du coup, on arrive avec des choses où il faut développer absolument cette feature. On sait même pas si c'est vraiment important, si ça va être vraiment utilisé par la suite. Voilà. On met la pression sur quelque chose et qu'en fait, on se rend compte que c'est pas utilisé en prod. Je pense que la fois d'après, la conversation avec le PO, quand ce qu'il va nous dire, c'est important, on va peut-être plus le challenger sur son étude pour dire comment on va le faire et pas dire faut le faire pour le faire. Et c'est vrai qu'on a tendance à mettre beaucoup d'efforts sur la nouveauté et beaucoup moins sur la stabilisation de notre produit. Bon, c'est des équilibres de force. Je pense qu'il y a des moments où il faut travailler sur la base pour pouvoir être plus efficace. Et on parle de vitesse, mais je pense qu'il faut avoir les moyens.
d'aller vite. Je sais plus avec qui je parlais qui me disait, pour aller vite, il faut être bien préparé. C'est sûr. Et on confond souvent vitesse et précipitation, du coup, dans ce coup-là. Et puis là, je le voyais récemment, j'ai vu un atelier sur une grande banque publique française où ils se sont reposés la question de, ben, on va refaire le story mapping de toute l'histoire de mon client et on va se mettre d'accord sur des indicateurs de qualité, de performance à chaque étape de ce story mapping. Et donc, on repart vraiment de, OK, c'est le client qui unit tout le monde. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de qualité? Qu'est-ce qui est le plus important à tester? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de performance côté tech? Qu'est-ce qui est le plus important? Et donc, c'était une bonne manière d'aligner tout ce qui était, enfin, vraiment autour du parcours utilisateur, les métriques de tout le monde, la qualité au même niveau que la performance. Et pour le coup, c'était un outil COMEX. Et donc, qui redescendait dans toutes les équipes. Parce que c'était le système de référence. Enfin, ça était en train de devenir le système de référence où on se dit, bah, un produit qui fonctionne et tout le monde qui a bien bossé, c'est ce parcours-là qui est le parcours principal et qui fonctionne bien selon tel paramètre sur lesquels on s'est mis d'accord. Et là, Ouais. j'ai vu la qualité réapparaître par rapport à un simple NPS. Évidemment, c'était en combo, mais on avait vraiment tout. Et du coup, on pouvait aussi se dire à chaque étape, bah, attention, là, on voit que la qualité baisse. Donc, le NPS ne baisse pas encore, mais il va baisser demain. C'est pour Parce que ça c'est que quand même moi, corrélé. Et donc, ça permet d'avoir idéalement, aussi des indicateurs un peu plus tôt c'est dans le ça. cycle de vie client et de pas attendre le churn. Bah, le but, c'est d'avoir, plus on a un feedback rapide, plus c'est efficace. Et il faut que tout le monde soit au courant. Parce que sinon, l'équipe comprend pas toujours les arbitrages aussi. Et ça peut créer une instabilité dans l'équipe et aussi un turnover. Et donc c'est jamais une bonne chose. Moi, je pense que les équipes qui sont stables dans le temps, c'est un bon indicateur de qualité. Genre, en général, les équipes qui sont stables, on voit que le produit délivre bien et efficacement. C'est comme dans du sport de haut niveau. Il faut remettre des fois des nouveaux éléments et qu'il y ait un peu de rotation pour créer une nouvelle dynamique. Mais ça, c'est pas la même chose de dire, mais plutôt Et que c'est de à la dire, marge. voilà, j'ai pas 30% de mon équipe qui change tous les ans. Là, ça devient compliqué. 30%, c'est quand même 3 personnes sur 9, c'est énorme. Euh, Surtout sur des petites équipes. Donc, ça joue là-dessus. Moi, c'est un indicateur aussi que je regarde beaucoup, la stabilité des équipes. Je trouve que c'est aussi un bon indicateur de la qualité de vie du produit. Je suis totalement alignée. Et ça, en plus, tu vas retrouver en plus cette notion de connaissance du métier, connaissance du client, qui est si importante pour faire un produit de bonne qualité. Après, le risque, c'est de dire, on va vite sur certains éléments de mapping, de rituels qu'on devrait faire parce que on pense qu'on connaît tellement bien le produit et le client et on peut prendre le risque de plus se poser les bonnes questions à un moment donné. Donc, Bah, d'où, comme tu dis, avoir de temps en temps aussi des nouveaux éléments qui posent la question, qui remettent tu en te poses la question et question qui disent. bête qui n'est peut-être pas si bête que ça. C'est ça qui est intéressant. Et là, on On parlait avait beaucoup de produits et qualité, mais pour moi, il y a aussi toute la notion, enfin, en fait, les équipes dev sont énormément au centre de cette notion de qualité. ceux qui produisent la qualité ou la non-qualité, hein, globalement. Et donc, il va y avoir toute cette notion de comment on va bosser les trois équipes ensemble. Et c'est là qu'on commence à être dans des systèmes plus complexes et assez intéressants aussi. Mais de se dire, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je donnais l'exemple de, voilà, on a mis des gates sur les commits où l'équipe qualité dit, bah, voilà ce que ça veut dire, le minimum de qualité en dessous duquel on n'accepte juste pas de commencer à faire des tests parce que vous n'avez pas atteint ce minimum de qualité. Il y a, par exemple, pas de test auto sur telle partie qu'on avait identifiée comme critique. Bah, ça demande vraiment une coordination de ces trois départements à minima. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est justement un sujet qu'on va développer dans le prochain épisode. On va voir comment on peut essayer de trouver cet équilibre entre vitesse et excellence. On parle vraiment avec les développeurs qui vont être au cœur du sujet. Pas que, parce que je pense que les PO aussi, les PM ont leur rôle à jouer là-dedans. Donc je vous encourage à rester avec nous pour le troisième épisode et on va développer ça avec Claire. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.